Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de TNTV. Je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 17 février. Au sommaire ce soir, on s'intéresse au risque de noyade sur la plage Lafayette à Aroué. 2 enfants ont été secourus samedi. Des noyades mais aussi des drames se sont joués sur cette plage réputée dangereuse. Pour commenter cette actualité, entre autres, notre invité est Teoura Iriti, la maire d'Aroué, est parmi nous ce soir. 25 ans de prison ferme, c'est la peine retenue à l'encontre du meurtrier d'Augustine. La jeune femme avait été tuée par son amant en avril 2021 à Mahina. Nous avons assisté au 3e et dernier jour de ce procès aux assises. Et puis les jeunes sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à l'agriculture. Ce soir, le portrait de la rédaction s'intéresse à Teri'i, un agriculteur de Taha qui a déjà des idées plein la tête. C'est à voir à la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi le journal de TNTV. La plage Lafayette fait donc à nouveau parler d'elle. Réputée pour sa dangerosité, les noyades et les drames y sont fréquents sur ce site. Samedi, un jeune homme a sauvé 2 enfants qui étaient en détresse. Alors que faut-il faire pour éviter de nouveaux accidents? Avant d'en parler avec la maire d'Aroué, Teoura Iriti, notre invité, voyez ce reportage de Thomas Chabrol et Tawiti Tauniwa Moussan. Il observe les vagues avec attention à chaque épisode de houle. Annie Yamata connaît cette plage et ses risques par cœur. Il vient ici depuis l'enfance. En se rendant sur place samedi, il a eu comme un pressentiment. En regardant les vagues avec un ami, il aperçoit 2 enfants emportés. Rapidement, sans réfléchir, il se jette à l'eau pour les secourir avec son ami, équipé d'une planche de surf. On a tout de suite vu la situation qui commençait un peu à se dégénérer. Et en fait, c'est le copain qui a couru avec sa planche de surf pour essayer de sauver le grand frère. Moi, en fait, j'ai essayé de ramener le petit frère qui, lui, a sauté pour essayer de sauver son grand frère et qui, lui aussi, a été emporté par le courant. Un courant dangereux, insiste Ania, car de nombreux courants se croisent sur ce spot. Le 25 décembre dernier, il se jetait déjà à l'eau pour tenter de sauver un nageur victime d'un malaise. Le trentenaire n'avait pas survécu. 2 jours plus tard, le 27 décembre, un nouveau drame. Un homme de 48 ans avait été emporté vers le large. C'est très dangereux quand c'est la saison. Ça peut être une plage très paisible où tu peux venir bronzer tranquille quand la saison est calme. Mais dès lors que la houle du nord elle arrive, il faut faire très attention. L'incident de samedi matin aurait pu être à nouveau dramatique. Pour la police municipale, il est essentiel que les baigneurs soient prudents face à l'état de la mer et que les parents surveillent attentivement leurs enfants. Ce sont quand même des jeunes de 12 ans. Donc on appelle à la vigilance et à la responsabilité des parents pour surveiller leurs enfants et en ces temps de pluie et de grosses houles annoncées par la météo, donc éviter de se rendre à la mer pour éviter ces accidents-là. Depuis ce week-end, avec le mauvais temps qui sévit, les brigades multiplient des rondes. Malgré les recommandations des Mouteuils, ce bodyboarder expérimenté n'hésite pas à se jeter à l'eau pour profiter de quelques vagues avant son départ pour une compétition à Hawaï. On devrait avoir des lifeguards comme à Hawaï. Il faudrait que ce soit encadré en fait. Parce que quoi qu'il arrive, il y a certaines personnes qui vont aller à l'eau quoi qu'il arrive parce qu'on recherche cette adrénaline, on veut surfer des grosses vagues. Le long de la plage Lafayette, comme sur bien d'autres plages de Tahiti, la baignade n'est pas surveillée. En cas de mer agitée, les risques sont réels. Teoura Iriti, bonsoir. Vous êtes donc la maire d'Aroué. Ce n'est pas la première fois qu'un tel accident survient à la plage Lafayette. Des drames se sont également produits sur cette plage. Météo France avait appelé à la plus grande prudence ce week-end. Est-ce que dans de telles circonstances, il n'aurait pas fallu que la commune mette en place un arrêté d'interdiction de la baignade? Vous savez, la plage Maïvi, et non Lafayette, aujourd'hui on appelle la plage Maïvi, tous ceux de Aroué connaissent cette plage, et notamment nos jeunes qui habitent dans les alentours. Et c'est depuis toujours, même jusqu'à la plage Hirione, donc en face du musée Norman Hall, quand il y a de fortes houles, quand il y a des intempéries, il y a des courants d'eau.
qui sont très, très dangereux. Une pancarte a été installée juste devant la plage Maïvi. Nos policiers donc, de la commune circulent. Ce qui se passe, c'est que ce n'est pas nos habitants de Haroué qui vont se baigner pendant ces périodes, parce qu'ils connaissent leur plage. C'est surtout des personnes de l'extérieur. Donc, pourtant, c'est une plage publique, tout le monde a le droit d'y aller. Oui, tout à fait. Mais avec l'interdiction de nos mouteuils qui passent et qui, malgré tout, ils vont quand même surfer, avec l'interdiction aussi de nos jeunes, parce que les jeunes parlent aux jeunes, et là aussi, ça n'a pas empêché. C'est pas tant la houle qui est dangereuse, mais c'est surtout le courant dans ces environs qui, très souvent, vous emporte au large. Quels sont les dangers ou alors vous tire sur au la plus plage profond. Pardon. Quels sont les dangers concrètement sur cette plage? C'est ce que je viens de dire, en fait, c'est le courant. Le courant peut vous emporter très loin au large, ou alors vous tirez vers le fond. Donc oui, n'allez pas sur la plage Maïvi pendant ces périodes de pluie et de houle très forte. Ce n'est pas d'aujourd'hui, puisque tous les habitants du bord de plage jusqu'à Irioné, j'ai même rencontré des parents aujourd'hui, qui sont grands-pères aujourd'hui, qui me disent ils ont sauvé combien de personnes, et surtout des personnes extérieures, malgré donc leur demande de ne pas y aller, etc. Bon, voilà. Donc, on fait appel, effectivement, comme le dit si bien notre adjointe au chef de la police municipale, donc, aux parents pour qu'ils retiennent leurs enfants, notamment pendant ces périodes de vacances scolaires. Bon, on l'a entendu, l'appel de l'adrénaline chez les jeunes, on ne peut pas la retirer, c'est une plage publique, ça n'évitera pas de nouveaux accidents. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place des moyens de surveillance, de baignade, comme c'est le cas sur des plages dangereuses en métropole ou bien aux États-Unis, par exemple? Et lors de notre réunion, pas plus tard de ce matin, et là, je voudrais encore remercier Anihia et tous ceux qui, jusqu'à aujourd'hui, vont secourir ces personnes en danger. Nous avons prévu aussi, pourquoi pas, de mettre des drapeaux, des drapeaux rouges pendant ces périodes pour marquer encore plus qu'il est très dangereux d'aller s'aventurer dans cette zone. Mais quoi qu'on fasse, il est important que nos jeunes et moins jeunes puissent écouter ceux qui y vivent et puissent ne pas quand même essayer d'y aller. L'adrénaline, certes, mais la vie, je pense que c'est ce qui compte. Merci pour ces premières réponses, Théoura Iriti. Autre actualité, vous avez récemment rappelé aux usagers que le stationnement des remorques, mais aussi de tout type d'embarcation, était interdit sur le complexe Boris Léontiev. Ça a fait beaucoup réagir ce week-end sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il ne serait pas possible de leur mettre en place finalement un endroit dédié? Alors, je pense que vous connaissez le complexe de Haroué. Il n'est pas très grand. Il a été donc regoudronné l'année dernière. Il y a quelques espaces de stationnement pour les sportifs, parce que vous savez, sur le moto d'Haroué, nous avons des activités de mer. En plus, donc le stade de football aussi, qui est pas loin. On ne peut pas mettre tout le monde. Bien sûr, nos pêcheurs, ils ont leur espace dédié. Il nous reste que nos plaisanciers. Nous sommes en train de discuter avec la coopérative des pêcheurs si on ne peut pas prendre une voire deux places, mais rien n'est encore décidé. Mais on ne peut pas loger tous nos plaisanciers qui viendront sur Haroué. Sont en cours. Oui, en tout mais cas. je ne veux pas faire rêver non plus. Ceux de Haroué peuvent déposer et ramener leurs remorques à domicile, même si peut-être les 2 premiers qui arriveront auront un parking, parce qu'il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, les remorques plus la voiture nous bloquent 5 à 6 parkings le week-end. Donc, à un moment donné, bien sûr qu'il faut trouver de la place pour tout le monde, mais on ne peut pas satisfaire tout le monde non plus. Alors Théoura Iriti, on ne peut pas ne pas évoquer les élections municipales avec vous. Elles auront lieu l'an prochain. Elles sont bien sûr dans tous les esprits des formations politiques. Je rappelle que vous êtes au Tapura Huir Atira. Quelle est la stratégie du parti pour ces municipales et est-ce que vous vous représenterez à la mairie d'Haroué? Pour les municipales, comme toujours, chacun part comme il veut. Nous avons vécu en 2020, nous sommes venus sur la liste Aruapapaoa pendant ce mandat, 5 ans maintenant, bientôt 6 ans. On a appris d'abord à bien se connaître, mais aussi à bien connaître les projets, à partager. Très souvent aussi, il nous arrive de ne pas être d'accord sur certains points, même avec la minorité. C'est ce qui fait la richesse des échanges. Et aujourd'hui, plus que jamais, oui, le temps est court. On a des projets encore à réaliser. Donc, je dirais oui, on y retournera avec la liste Aruapapaoa. Donc, vous comptez vous représenter sans étiquette avec une liste d'union avec qui ?
Arua Papawa, comme nous avons fait. Donc, quand nous sommes venus en 2020, il y avait effectivement le Tavini Huiratira, il y avait le Tahoira Huiratira, la société civile, Heiura l'hiver. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment une liste d'ouverture. Le Tavini qui a malheureusement annoncé que ces listes seraient 100% bleues pour ces municipales, notamment les têtes de liste. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie de ces alliances communales ? Je pense que je n'ai pas d'avis à apporter sur la décision donc, du parti Tavini Huiratira, mais juste que pendant ces 5 ans, nous avons travaillé main dans la main et je pense qu'on continuera avec Arua Papawa et j'en suis convaincue. Merci beaucoup, Deoura Iriti, d'avoir été notre invitée ce soir. En bref, à présent, sachez que la gendarmerie lance un appel à témoins après le meurtre de Jacques Temarii. L'homme avait été retrouvé chez lui à Moorea, poignardé de 7 coups de couteau. C'était il y a 3 ans. Depuis, le crime reste impuni et l'enquête se poursuit. La gendarmerie appelle tout témoin permettant d'identifier l'auteur des faits. Pour cela, il vous faut contacter l'un des 2 numéros qui s'affichent en bas de votre écran ou bien vous rapprocher de la brigade de gendarmerie de Moorea. Je vous le disais en titre, 25 ans de réclusion criminelle. C'est donc la peine prononcée à l'encontre de Rudy. Il est accusé du meurtre de sa maîtresse, Augustine, en avril 2021. Le corps de la jeune femme n'a jamais été retrouvé. L'accusé, lui, n'a cessé de plaider l'accident durant les 3 jours de son procès aux assises. Nos journalistes Laure Philibert et Matei Hurey ont assisté à cette dernière journée. Regardez. Que s'est-il passé dans la nuit du 26 au 27 avril 2021, durant laquelle Augustine, une jeune femme de 27 ans, originaire de Fa'a, a disparu. Rudy, son compagnon, admet avoir asséné un coup à la victime, entraînant sa chute en contrebas d'une falaise, mais il change plusieurs fois de version au cours du procès, alors que l'accusé qualifie les faits d'accident. Pour l'avocat général Hervé Leroy, Rudy a bel et bien donné la mort volontairement à Augustine après une rupture. Un crime sordide, déplore l'avocat général qui requiert 25 à 30 ans de réclusion criminelle assortie d'une peine de sûreté des 2/3, d'une obligation de soins et de l'interdiction de port d'armes, l'accusé étant qualifié de dangereux d'un point de vue criminologique. Il s'agit de meurtre aggravé du fait de la circonstance qu'il était le concubin de la victime. Il a requis entre 25 et 30 ans avec une période de sûreté des 2/3. Ça me paraît tout à fait adapté à la situation, aux faits qui sont reprochés et surtout à la personnalité de l'accusé. Prostré durant l'intégralité du procès, sans un regard pour la famille de la victime ni pour la salle d'audience et les jurés, Rudy, 35 ans, prend la parole en dernier. Il continue à plaider l'accident. Lui, depuis le début, il dit qu'il l'a frappé, qu'il a exercé des violences suite aux violences qu'elle a elle-même exercées sur sa personne. Et qu'en la frappant, tout simplement, il reconnaît les violences volontaires. Par contre, il ne reconnaît pas la volonté de l'avoir tué. La famille d'Augustine, elle, doit faire son deuil sans corps. La jeune femme de 27 ans n'ayant jamais été retrouvée. Sa sépulture, c'est l'océan, conclut l'avocat général. Et lui avait déjà été condamné par la justice. Un détenu de Tatoutou s'est évadé samedi lors d'un séjour en unité psychiatrique à l'hôpital du Taounais. Il avait été admis après une tentative de suicide. L'homme avait été condamné en octobre 2022 pour des faits de vol et violence aggravés avec arme. Il est toujours activement recherché. Écoutez les précisions de la procureure de la République, Solène Bellawar. Elle est interrogée par Naya Bennett. Depuis samedi matin, tout est mis en œuvre pour le retrouver au plus vite. C'est la DTPN, les services de police, qui mènent l'enquête à titre principal puisque l'unité psychiatrique est située dans leur zone. Mais évidemment que les services de gendarmerie sont aussi pleinement mobilisés pour retrouver cet homme qui est susceptible de se trouver ailleurs qu'à Papeete ou Pirée. Je tiens à indiquer qu'il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir à ce sujet. S'il y a des personnes en danger, je pense notamment aux précédentes victimes, elles seront prévenues et on s'assurera de leur sécurité. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir au plan de la population générale. Voilà, et retrouvez de plus amples informations à ce sujet sur notre site tntvnews.pf.
La procureure de la République qui était sur le terrain cet après-midi lors d'une opération de contrôle anti-stupéfiants à Punaauia, l'occasion de faire le bilan de l'opération baptisée Tempête, menée par 130 forces de l'ordre depuis le 1er février. Écoutez Eric Spitz, le haut-commissaire, il est au micro de Mere Teato et Naya Bennett. On a contrôlé plus de 1500 véhicules et détruit 7000 plants de cannabis, c'est-à-dire nous avions détruit 23 000 en 2024. Là, en l'espace de 6 semaines, il y a déjà presque un tiers qui a été fait, alors même que nous représentons un tiers des destructions au niveau national. Nous avons aussi profité pour contrôler tous les chauffeurs de bus, et nous avons quand même contrôlé 4 chauffeurs de bus positifs au stup. Donc avec les procédures qui vont bien évidemment, ils seront renvoyés par leur employeur. Nous avons aussi profité pour, avec Madame le procureur, pour mettre en œuvre une priorité qui était déjà une priorité en 2024, mais qui le sera encore plus en 2025. C'est la saisie des avoirs criminels, puisque au cours de cette opération, là, depuis le 1er février, il y a eu plus 16 millions de francs pacifiques de saisie. Mais l'année dernière, il y avait 1,3 milliard de francs pacifiques saisis, c'est-à-dire 11 millions d'euros. Et c'est ce qui fait le plus mal à la grande délinquance. On évoque à présent cette rencontre ce matin lors des vœux du président du pays aux membres du CESEC, le Conseil économique, social, environnemental et culturel. L'occasion pour les représentants de la société civile de se faire entendre auprès de l'exécutif et à tous de rappeler le rôle de cette institution dans le débat démocratique. Athéna Milcam, Jantino Roua. Le coût de la vie, c'est pas seulement les prix. C'est aussi les logements, l'encadrement et tout. C'est très difficile. On essaie de maintenir nos activités, maintenir l'emploi. Que notre langue soit préservée, qu'elle soit apprise dans les écoles. C'est quelque part une forme de désespoir. Ils sont la voix de la société civile et donnent leur avis sur certains projets de loi. Ce lundi matin, les conseillers de la 4e institution ont occupé une partie de l'agenda gouvernemental. Après une année 2024 placée sous le signe de la concertation, 2025 sera celle de la mise en œuvre de l'action gouvernementale. Des décisions qui trouvent parfois un écho favorable, mais qui se heurtent aussi à une levée de boucliers. Un certain nombre de textes sont obligatoirement transmis au CESEC et ils ont aussi cette capacité d'autosaisine qui est très intéressante. De ces discussions, de ces confrontations d'idées que finalement peuvent naître des améliorations à notre société. Après sur certains sujets, on n'arrivera pas à se mettre d'accord et là c'est à l'exécutif, c'est au président du pays d'arbitrer, de trancher. Ce que je fais sans, on va dire, je ne vais pas dire sans état d'âme, mais en mon âme et conscience plutôt. Dernier texte à avoir suscité de vifs débats, la réforme de l'affiliation au régime des non-salariés. Comme souvent, le représentant des entrepreneurs a exprimé ses objections, des critiques qui portent aussi bien sur le fond que sur la forme des textes examinés. Des projets de loi souvent présentés en urgence sans les arrêtés d'application. C'est ça le jeu démocratique. Et c'est ça qui fait que ça enrichit la discussion et qui font avancer les textes. Encore une fois, des fois on est sur un texte qui peut être mal écrit, mal rédigé, parfois trop compliqué pour la population. Je rappelle qu'on fait des lois de pays qui doivent être audibles par les gens, que les gens doivent comprendre. La diversité des conseillers rend parfois le consensus difficile avec des approches qui diffèrent. Une pluralité qui s'est encore illustrée ce lundi lors des échanges avec le gouvernement. Tout le monde a pu poser des questions et là on se rend compte qu'au CESEC nous sommes divers, différents, tout à chacun sa préférence de citoyen, mais nous sommes réunis sur l'essentiel, c'est la défense des intérêts des secteurs. Malgré son rôle purement consultatif, le CESEC a été le théâtre de nombreux débats en 2024. Rien qu'en décembre, 9 avis ont été adoptés par l'institution. Et la lutte contre l'AIS a également été évoquée ce matin au CESEC. Le président a annoncé son vœu de décréter ce sujet d'urgence nationale, une volonté exprimée au garde des Sceaux Gérald Darmanin.
Le portrait de la rédaction s'intéresse ce soir aux jeunes qui se lancent dans l'agriculture. À Taha'a, où 70% de la population vit de son fa'apu, Teri'i a choisi d'en faire son métier. Il est exploitant depuis quelques mois et déjà, il envisage d'étendre ses cultures. Son portrait est signé Jessica Doucet. Après seulement 5 mois de culture, Teri'i récolte les fruits et légumes de son fa'apu, un hectare de terre consacré aux cucurbitacées et autres produits maraîchers. Produire et récolter, c'est grâce à un savoir-faire acquis au fil des années. L'agriculture est d'ailleurs une affaire de famille. Le fa'apu, c'est mon gagne-pain. Avant, j'ai travaillé pour des entreprises, quoi. Et aujourd'hui, tu as décidé de travailler pour toi. Voilà. J'ai grandi là avec mes beaux-pères avant, et faire les pastèques, les melons. Ça, tu sais faire? Oui, ça, je sais faire. Aujourd'hui, Teri'i vient prélever quelques pastèques et concombres. L'agriculteur répond à une commande faite par un commerçant de l'île, sa clientèle étant essentiellement de Taha'a. Pour pouvoir vivre de son activité, il faut se diversifier pour assurer un rendement régulier. Tu sais, si tu plantes un fruit, tu récoltes, après, ben, c'est pas rentable, quoi. C'est bien d'avoir plusieurs récoltes dans la... Voilà, au moins 2 récoltes tous les mois, quoi. Comme tous les agriculteurs de l'île, Teri'i doit faire face à une demande toujours croissante, car même si Taha'a a augmenté sa production agricole de 10% l'an passé, les fruits et légumes ne suffisent pas, une situation qui motive les troupes. On n'a pas assez de pastèques, on n'a pas assez de melons, et là, on vient de casser aussi poivrons, et bien là, il n'y a pas assez, quoi. Il faut planter, quoi. Ça vous motive de planter? Eh bien, quand il y a les sous, ben, ça motive. C'est un peu ça qui est un peu dur dans l'agriculture. Si le temps est mauvais, ben, tout pourrit, quoi. Il y a des pertes. Il y a des pertes, oui. Là, en ce moment, il y a eu la pluie, la saison des pluies. Là, on vient de peindre les tomates. Bon, c'est à refaire. Teri'i s'est lancé à un autre objectif, se lancer dans la culture de la canne à sucre, un secteur lucratif et en plein essor sur Taha'a. Et on termine ce journal par un point sur la météo. La vigilance orange pour forte pluie est toujours en cours sur l'archipel de la Société. Un temps perturbé avec des épisodes pluvieux et de fortes rafales de vent intéressent principalement Moorea ainsi que la zone urbaine de Tahiti. Une dégradation pluvieuse est également prévue cette nuit aux Australes. Des rafales de vent et une mer forte sont attendues. Une amélioration devrait se dessiner demain mardi dans l'après-midi selon Météo France. Voilà, juste après ce journal, retrouvez l'émission To'u Whenua To'u Ora, suivie de la série Erika. Enfin, ne manquez pas Enquête exclusive. Excellente soirée à tous sur TNTV. On se dit à demain, 18h30. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.